Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes philosophe, réalisateur, engagé sur plusieurs fronts. On parlera d'ailleurs tout à l'heure de votre film Notre guerre. Mais tout d'abord, une autre guerre est sur le front de cette guerre entre Israël et l'Iran. À chaque jour, Bernard-Henri Lévy, une nouvelle donne. Donald Trump a donc annoncé un cessez-le-feu désormais effectif, a-t-il dit, entre Israël et l'Iran. Nous le verrons dans les faits. Le président américain qui précise que la guerre aura duré 12 jours. Vous aviez dit merci au président Trump après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens. Est-ce que ce matin, vous le remerciez également pour le cessez-le-feu? Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement, qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, un cessez-le-feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Franchement, il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Vous pensez que c'est un cessez-le-feu imposé, qu'il n'y a pas eu de négociation, d'accord secret? Écoutez, moi je crois à sa décharge, si j'ose dire, que l'opération israélienne n'a pas été concertée avec les États-Unis. Je crois qu'elle a été décidée par le Premier ministre d'Israël, sans engagement américain, à une date d'ailleurs qui n'aurait certainement pas convenu au président des États-Unis, l'avant-veille de sa parade militaire, ainsi de suite. Le hasard a fait que j'étais au Sénat des États-Unis ce jour-là. Je présentais le film dont nous allons parler tout à l'heure, Notre guerre, aux sénateurs américains. Donc ils étaient là. Et le hasard a fait que le film s'est terminé à l'instant où les frappes israéliennes ont commencé. Et j'ai vu, il y avait des gens de l'administration dans la salle, il y avait des proches de président Trump. Et j'ai vu la stupeur. J'ai vu qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Israël frappe ce jour-là. Bien. Donc, dans ce genre, dans la géopolitique, et y compris entre alliés, il y a des éléments d'imprévisibilité. Oui, on va en parler d'ailleurs pour la Ce France. qu'Emmanuel Lévinas appelait des imprévus, de l'histoire. Donc moi, je doute que le président des États-Unis ait concerté ce cessez-le-feu avec le Premier ministre israélien. J'entends bien, mais ça interpelle ce que vous dites ce matin, Bernard-Henri Lévy, sur CNews Europe 1. De quoi se mêle-t-il? Enfin, quand même, il a engagé des frappes américaines qui, semble-t-il, sont déterminantes pour mettre un terme à la nucléarisation de l'Iran. Qu'est-ce qui vous embête, si je puis dire, dans ce cessez-le-feu? C'est que rien ne va changer pour le peuple iranien, pour le régime des mollahs? Attendez, ce qui m'embête, c'est que l'Iran a déclaré une guerre contre son peuple, d'abord, une guerre métaphorique, mais une guerre quand même, et une guerre contre Israël. L'Iran a déclaré la guerre en avril 2024, puis en septembre 2024, avec des frappes de missiles jamais vues dans l'histoire des guerres, l'Iran a déclaré une guerre. Bien. À Israël, c'est à Israël de savoir s'il a ou non neutralisé la puissance militaire qui a failli lui commettre des débats irréparables. J'entends, mais quel est l'objectif selon vous final d'Israël? Nous ne sommes pas dans le secret des dieux et des états-majors. Est-ce que c'est la fin du nucléaire iranien ou est-ce que c'est la chute du régime des mollahs selon vous? Le but d'Israël, pour autant que je le sente, je ne suis guère qu'un observateur averti, c'est la dénucléarisation de l'Iran, cette construction, cette accumulation de matières fissiles à 60 degrés contre 3,5% autorisés, dans des quantités 25 fois supérieures à ce qui est nécessaire au nucléaire civil, c'est contraire au droit international. Donc, premier objectif On va en d'Israël, parler du droit international. Premier objectif. Deuxième objectif, aujourd'hui, réduire fortement la capacité de lancer des missiles sur Israël ou ailleurs. Donc c'est ça. Alors après, est-ce qu'il y a aussi objectif d'un changement de régime? Je suppose que si j'étais israélien, je ne serais pas mécontent que le régime change. Étant citoyen français, je vous avoue franchement que je ne pleurerais pas ce régime d'assassins que sont les mollahs.
je ne crois pas que ce soit le but de guerre pour autant des Israéliens. Voilà. Et c'est le but de guerre des femmes iraniennes. C'est le but de guerre du mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est le but de guerre de la société civile iranienne qui se bat depuis 10 ans avec une vaillance extraordinaire et à main nue contre ce régime terroriste. C'est leur but de guerre idéologique et politique à eux. Et pourtant, certains affirment, y compris le président français Bernard-Henri Lévy, qu'un régime, aussi détestable soit-il, aussi honni soit-il, et vous avez rappelé ce qui est fait aux femmes iraniennes quand elles portent mal le voile, ou alors encore aux homosexuels, eh bien, ce régime ne devrait pas tomber par les bombes. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait des conséquences néfastes. Alors, une fois pour toutes, que répondez-vous à cet argument ? Mais bien sûr qu'un régime... Enfin, d'abord, il y a des cas où des régimes insupportables sont tombés par les bombes. Pardonnez-moi, mais Hitler ne serait pas tombé sans les bombes. Le fascisme japonais ne serait pas tombé sans les bombes et, hélas, sans les pires des bombes. Donc, ce n'est pas les Occidentaux qui vont donner des leçons de changement de régime par les bombes. Bien. Vous savez ce qu'ils vont vous répondre. Après, évidemment... Vous le direz, oui. Non, mais après... Bien sûr que la meilleure manière... On a le précédent de la guerre en Irak en 2003. S'il n'y a pas un mouvement populaire qui souhaite le changement de régime et au secours duquel on vient, à qui on tend la main, ça ne marche pas. C'est plutôt ça la vérité. Si on ne pense pas l'après, comme on ne l'a pas fait en Irak, comme on ne l'a pas fait en Libye, c'est le chaos ou Daesh. La Libye, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, l'histoire n'est pas finie. Prenons rendez-vous, l'histoire n'est pas finie. Mais enfin, c'est pas tellement penser à l'après, c'est penser au pendant. C'est-à-dire que il faut évaluer les forces. Il y a une théorie de la guerre juste chez Saint-Augustin, grand philosophe. Bien sûr, pour éviter un massacre. Pour éviter un massacre, à condition que la cause soit juste, à condition que tous les autres moyens aient été épuisés. Et à condition, ça Saint-Augustin ne le dit pas, mais Michael Walzer, qui est le philosophe américain qui continue sa pensée, le dit, à condition qu'il y ait sur place des gens qui souhaitent cette guerre et qui en tirent avantage. Et à condition, Bernard-Henri Lévy, qu'après, il n'y ait pas un régime pire que le précédent. Mais est-ce qu'on est vraiment dans ce scénario ? Puisqu'à l'instant, le gouvernement israélien affirme que tous ces objectifs ont été atteints désormais sur le sol iranien. À l'instant. Si Israël moi, je ne veux pas être plus royaliste que le roi et plus israélien que les Israéliens. Je suis français. Donc, si les Israéliens pensent ça, très bien. Si tous leurs objectifs ont été atteints, il y aura la guerre de 12 jours comme il y a eu la guerre des 6 jours. C'est possible. Mais certains diront, là où vous avez raison, tout ça pour ça. On pense à certains. Non, tout ça pour ça. Si tout ça c'est pour détruire à jamais le potentiel nucléaire, détruire à jamais la capacité de lancer des missiles sur Israël, sur les pays arabes voisins signataires des accords Abraham, ce trésor, ce chef-d'œuvre diplomatique. Alors, les gens qui nous en font des kilos sur la diplomatie, voilà un cas où la diplomatie a été magnifique, c'est les accords Abraham. Alors parlons de ceux qui en font des kilos au niveau de la diplomatie. Je pense que vous visez notamment l'exécutif français qui n'a eu que ce mot à la bouche, diplomatie, négociation, cessez-le-feu. Vous comprenez la position ? Je pense au ministre des Affaires étrangères, Jean-Jacques Barrot. Il est sous l'autorité du président Emmanuel Macron. Il n'a rien trouvé de mieux à dire quand il y a eu une bombe qui est tombée à la porte de la prison Evin que de dire on a 2 ressortissants français. Ce qui est vrai, mais enfin, c'est pas le principal problème. Quand on fait tomber la Bastille, on fait tomber la Bastille. Vous voyez, il y a une préoccupation pour nos deux otages. Mais bien sûr. Vous trouvez que c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette, si je peux me permettre, dans une telle région ? Écoutez, oui, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont torturés depuis des décennies. Il y a les cadavres de dissidents et de femmes qui sont enterrés là, dans la cour de la prison d'Evin. La prison d'Evin, c'est un symbole immense, c'est un symbole de liberté bafouée, de dignité offensée. Donc il faut voir les choses par le grand bout de la lorgnette. Donc voilà, là on est en présence, que ce soit en Iran ou que ce soit dans la guerre contre l'Ukraine, on est en présence d'événements
historiques majeurs. Nous les vivons d'ailleurs en direct. On a annoncé tout à l'heure que Donald Trump avait dit que le cessez-le-feu était désormais effectif. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs Bernard-Henri Lévy qu'à l'instant, Israël affirme que tous les objectifs ont été atteints. Ça veut dire quoi? Tous les objectifs atteints, ça veut dire que les sites nucléaires iraniens ont été visés, détruits, Voilà, annihilés en quelques jours. Ça veut dire que l'Iran, si c'est vrai, que l'Iran a perdu la guerre qu'il a déclarée. Mais que le régime des mollahs subsisterait. On va voir que le régime des mollahs subsisterait malheureusement. Mais selon vous, on va voir. Je connais peu de cas dans l'histoire si les informations que vous donnez sont exactes, de défaites militaires aussi cuisantes sans que s'en suivent des conséquences politiques au sommet. Voilà, un régime qui tient par la terreur, qui tient par la force, qui tient par ses gardiens de la révolution, qui tient par ses missiles et qui tient par sa menace de bombes nucléaires, si tout ça est liquidé, je donne pas cher de son avenir. Ce qui peut faire, pour certains en tout cas, mal au pays, c'est que certains affirment que la France joue un second rôle dans une région aussi stratégique du Proche et du Moyen-Orient. On sait que vous avez souvent, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, des échanges avec le président Emmanuel Macron. Vous en avez eu suite aux attaques du 7 octobre. Vous l'avez écrit. Est-ce que vous avez échangé sur sa position eu égard à ce qui se passe? C'est pas seulement des échanges. J'ai voté 2 fois pour le président Macron et je ne le regrette toujours pas. Et j'ai pour lui beaucoup de sympathie, et je pense qu'il y a un sujet qui me tient aussi à cœur, qui est le sujet ukrainien, où il a une position formidable. Bien. Sur ces sujets-là, j'ai peut-être eu des échanges, mais j'ai pas été entendu. Et pardonnez-moi, comment vous l'expliquez? Certains disent que c'est par rapport à à la situation intérieure de la France que le président prend ses décisions dans cette région. Honnêtement, je vous dirais, si j'avais une conviction, je n'en ai pas. C'est vrai que ça me fait de la peine de voir que sur un sujet aussi important, la diplomatie française, la politique française est aussi à côté de la plaque. Ça me fait de la peine, ça me fait mal au cœur. Il y a ces 2 sujets-là où se joue le destin de mes enfants, des vôtres. Le destin de nos enfants, c'est-à-dire c'est notre guerre entre Israël et l'Iran? Mais naturellement. C'est une menace existentielle pour la France? Vous savez, Claude Lanzmann c'est l'auteur de Shoah. Il a fait un premier film 30 ans avant qui s'appelait Pourquoi Israël? Pourquoi Israël? Et la réponse de Claude Lanzmann, c'était parce que le destin de l'Occident en dépend. Voilà. Parce que si Israël n'était pas né, ou si Israël venait à disparaître, comme il en a été déjà question à l'époque, ce serait un effondrement symbolique et moral tel pour l'Occident qu'il ne s'en remettrait pas. Menace existentielle. Menace essentielle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de menaces. Essentielle. Il y a beaucoup de menaces. Quand on est dans les périodes historiques lourdes, bien sûr qu'il y a beaucoup de menaces, oui. C'est pourquoi je vous pose la question. Aujourd'hui, mais il n'y a même pas que celle-là, la Chine est une menace. Oui, il y a aussi des menaces intérieures. La Turquie, si elle n'était pas dans l'OTAN, où elle fait du sabotage permanent, elle serait une menace, parce qu'Erdogan n'est pas permettez-moi la question. n'est pas notre ami. Sur la Syrie, vous vouliez qu'on s'engage. Sur l'Afghanistan, vous vouliez qu'on s'engage. Sur l'Irak, vous vouliez qu'on s'engage. Sur l'Irak, je ne voulais pas qu'on s'engage. Bernard-Henri Lévy n'est pas... Sur l'Irak, j'étais contre la guerre. Sur l'Irak, j'étais contre la guerre en Irak. Sur la Syrie, j'étais pour arrêter le massacre, pour arrêter les 600 000 morts et les 4 millions de déplacés. Sur l'Afghanistan, c'est pas que je voulais qu'on s'engage, c'est que je voulais pas qu'on se retire parce qu'on avait gagné la guerre. En Afghanistan, personne ne dit ça. Quand Biden a pris la décision mise en œuvre par Trump, ou l'inverse, pardon, quand Trump a pris la décision mise en œuvre par Biden de se retirer d'Afghanistan, vous savez dans quel état était... Moi, j'étais en Afghanistan à ce moment-là. J'étais en reportage auprès du fils Massoud, auprès de la société civile afghane. Les femmes étaient dévoilées. La société civile fonctionnait. Des journaux se multipliaient. Les talibans étaient terrés. Dans leur câble. Donc, moi, j'étais pour qu'on ne parte pas et qu'on ne livre pas sur un plateau d'argent l'Afghanistan aux talibans. À l'instant, Bernard-Henri Lévy, voyez comme les choses évoluent tout au long de notre entretien. Israël vient d'accepter formellement, c'est un urgent de l'AFP, les conditions du cessez-le-feu américain. Bon, preuve qu'il y a eu accord, preuve, semble-t-il, que les sites nucléaires, en tous les cas, que le job a été fait. Preuve, soit que le job a été fait, soit que Israël, je ne suis pas non plus naïf et vous non plus, soit qu'Israël n'a pas les moyens
de la jouer 2 fois à l'envers à Trump, c'est possible. Ce qui est beaucoup dit aux États-Unis, hein. Donald Trump n'a pas apprécié que certains ont dit qu'il a eu, Mais lui a tordu le bras. moi, je suis témoin de ça, je vous l'ai dit. J'étais au Capitole, sur Capitol Hill, j'étais au Congrès au moment où cette guerre s'est déclarée, avec des membres d'administration, avec des sénateurs républicains, et j'ai bien vu l'état de stupeur de cette Amérique trumpiste qui était persuadée que la guerre n'allait pas éclater. Donc voilà. Mais on note que votre anti-trumpisme primaire, il est plus... il est moins fort en ce moment. Mais c'est pas qu'il est moins fort. Mon trumpisme, il est total quand Trump déclare la guerre aux migrants, au mépris d'ailleurs de son économie, quand Trump applique des tarifs douaniers grotesques, quand Trump traite le Mexique et le Canada comme si c'était des ennemis, alors que ce sont les plus doux et les meilleurs des alliés de l'Amérique. Là, je suis évidemment totalement trumpiste. En revanche, quand Trump bombarde le site de Forno, là, c'est vrai, comme je suis quelqu'un d'honnête, de propre, je dis merci Trump. Ça m'a été reproché, écoutez, tant pis, c'est comme ça. Mais c'est au contraire, c'est votre lucidité, en tous les cas, vous le défendez. C'est mon honnêteté. C'est votre honnêteté. Voilà. Certains disent lucidité, mais je vous laisse le mot honnêteté. Bernard-Henri Lévy, il y a la guerre dans laquelle vous êtes engagé, vous êtes allé sur le terrain, évidemment en Ukraine. Je voudrais qu'on montre un extrait de ce film, Notre guerre. Là encore, vous estimez évidemment que cette guerre nous concerne au premier chef. Regardons un extrait ensemble, vous êtes allé récemment sur le front. Les artilleurs ukrainiens sont au taquet et ripostent au canon 155. Maxime. Là encore, on verra quelle sera l'issue, alors que Poutine a déclaré que toute l'Ukraine ne serait plus ukrainienne, si je puis dire. Oui, Poutine a déclaré ça. Poutine a déclenché la semaine dernière les plus grands bombardements sur Kiev depuis le début de la guerre. Poutine soutient l'Iran, beaucoup plus qu'on ne le dit. Et Poutine a déclaré, lui aussi, depuis des années, personne ne veut l'entendre, qu'il a la haine de tout ce que nous représentons, vous et moi, avec nos différences politiques, mais enfin l'Europe et l'Occident. Donc moi, là, ce que vous venez de montrer, c'est un bout de bande-annonce. Mais ça fait 3 ans que je documente en première ligne, quand je le peux, cette guerre, que je filme ces soldats héroïques, que je filme ces femmes magnifiques, que je filme ce peuple qui défend sa nation et qui défend nos valeurs, sa nation et l'Europe et l'Occident, et que je les trouve admirables et que je pense que nous devrions les aider bien davantage que nous le faisons. C'est pourquoi mon film, qui sera diffusé dimanche prochain sur le service public, s'appelle Notre guerre. Évidemment, quelles que soient nos différences, elles ne sont pas politiques. Je ne sais pas, vous avez dit nos différences politiques, je ne les connais pas. Je ne connais pas vos convictions et je pense que vous ne connaissez pas les miennes. Vous connaissez les miennes, mais je ne connais pas les vôtres. Bon, merci. C'est ça la loi. Précision. Vous connaissez les miennes puisque vous m'interrogez. Ce n'est pas la première fois. En revanche, je ne connais pas les vôtres. Merci Bernard-Henri Lévy. Bonne journée à vous. Merci Sonia, oui.